Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence. Nous sommes encore au mois de janvier, donc il n'est pas trop tard pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Et nous allons passer donc 45 minutes ensemble autour de la thématique des budgets du CSE, donc avec les deux budgets différents, donc le budget de fonctionnement ou AEP depuis la réforme d'Emmanuel Macron et le budget des AST. Alors, quelques mots déjà pour vous présenter Kevin, qui est là avec moi pour animer cette webconférence. Donc, Kevin est un juriste de Jury Travail qui répond à vos questions au quotidien. Bonjour Kevin. Bonjour à tous et puis bonne année également à toutes les personnes qui je n'ai pas pu la souhaiter, si vous n'êtes pas client, si vous n'avez pas encore assisté à une de nos webconférences pour cette année. Et merci à tous aussi d'être présents toujours aussi nombreux. Alors, quelques petits mots pour vous présenter Jury Travail pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. Nous avons fêté dignement notre 20e anniversaire la semaine dernière. Jury Travail possède une équipe de 50 juristes qui sont tous Bac+5 et qui décryptent pour vous l'actualité juridique. Il rédige également des dossiers et des modèles de lettres pour vous faciliter la vie au quotidien. Jury Travail, c'est également plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services tous les jours. Et certains de ces services sont spécialement conçus pour le CSE. Donc, nous proposons en effet des accompagnements juridiques qui vous permettent de contacter des juristes au téléphone, d'accéder à l'intégralité de notre base documentaire composée donc de dossiers et de modèles de lettres et de contrats. Et vous avez également accès à votre convention collective qui est régulièrement mise à jour au gré des nouveaux accords de branche qui sont signés. Alors, quelques petits mots pour commencer à vous parler du sujet, pour vous rappeler qu'il existe un calendrier des obligations comptables du CSE. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé cette webconférence maintenant, puisqu'en fait, au 31/12, la clôture des comptes bancaires doit être effectuée, c'est-à-dire qu'on doit arrêter les soldes des deux comptes bancaires du CSE, donc AEP et ASC, puisque habituellement, les comptes bancaires du CSE s'analysent sur une année civile. Au cours du premier semestre, les membres du bureau doivent procéder à l'arrêté des comptes du CSE et en fonction de la taille de votre CSE, et ça sera développé au cours de la webconférence par Kevin, vous devrez faire valider également vos comptes par un expert comptable si vous répondez à ces critères. Les comptes doivent être approuvés en réunion au plus tard le 30 juin par l'intégralité des membres du CSE. Et à l'issue de cette réunion, vous pourrez réaliser un rapport d'activité qui devra être communiqué à l'ensemble des salariés. Donc voilà, nous allons détailler un petit peu tous ces éléments au cours de la webconférence. Donc, nous verrons dans un premier temps les généralités sur les budgets du CSE. Ensuite, nous ferons une partie dédiée au budget de fonctionnement, une autre sur le budget des œuvres sociales, et enfin, nous verrons la clôture des comptes et le bilan d'activité. Alors, comme vous le dit Mylène dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, il y a un onglet questions qui est proposé en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à vous en servir pour nous transmettre vos questions au cours de la webconférence. Nous garderons un petit moment à la fin de celle-ci pour répondre à vos questions. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet.
Donc, Kevin, de quel budget disposent les CSE et la taille de l'entreprise impacte-t-elle l'attribution de ces budgets? Exactement. Le CSE dispose de deux budgets qui doivent bien être distincts et bien séparés. C'est une obligation légale qu'il est très important de suivre. Donc là, pas de difficulté, comme on l'a dit. Il y a deux budgets. Un budget dit de fonctionnement, qu'on utilise encore beaucoup ce terme, hein, qui va être destiné à couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du CSE, pour l'exercice des attributions des membres du CSE. Le deuxième budget, lui, par contre, va être le budget des ASC, le budget des activités sociales et culturelles, qui va être destiné à financer les activités sociales et culturelles, comme son nom l'indique, au profit des salariés et de leurs familles. On rentrera un peu plus dans le détail de ces deux budgets tout à l'heure. Ces budgets dépendent effectivement un peu de la taille de l'entreprise, surtout le budget de fonctionnement. Pourquoi? Parce que le budget de fonctionnement n'est obligatoire qu'à partir de 50 salariés. Moins de 50 salariés, le CSE, en théorie, ne dispose pas de budget. Et également, la taille de l'entreprise va forcément influencer sur ces budgets dans la mesure où le montant de ce budget dépend de la masse salariale. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Pour répondre très rapidement à une question qui nous a été posée lors des inscriptions sur cette webconférence, une des questions qui nous a été posée était à propos de ce fameux seuil de 50 salariés, qu'est-ce qui se passait si l'entreprise passait sous le seuil de 50 salariés? Quid de la persistance de ce budget, notamment de fonctionnement, si l'entreprise descend sous les 50 salariés? Alors, il n'y a jamais eu de réponse clairement établie à propos de ce sujet. Par contre, le question-réponse du gouvernement lors de la mise en place du CSE, dans sa question-réponse numéro 66, apporte une solution et précise qu'à partir du moment où l'effectif passe sous le seuil des 50 salariés, pendant la durée des mandats, cette diminution d'effectifs est sans incidence sur les attributions du CSE. Par contre, si l'effectif de 50 salariés n'est pas atteint pendant les 12 mois précédant le renouvellement, le CSE perdra ce bénéfice lors du renouvellement du CSE. Pour information, l'inverse est un petit peu différent. Lorsqu'on dépasse les 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le CSE exercera l'ensemble des attributions à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs. Donc ça fait 2 fois un délai de 12 mois. 12 mois consécutifs à dépasser les 50 salariés. Et 12 mois après, le CSE doit exercer l'ensemble des attributions des entreprises de plus de 50. Très bien, merci Kevin, c'est très clair. Et donc, pour toutes les entreprises qui sont entre 40 et 60 salariés, c'est donc un seuil qu'il faut guetter tout au long de votre mandat. Exactement, c'est très important de surveiller ça parce que ça peut avoir des conséquences assez importantes. Certes, les dépassements de seuil ne viendront pas modifier le nombre d'élus. Par contre, les dépassements de seuil peuvent avoir des impacts. Et par exemple, on peut prendre l'exemple des heures de délégation. Il est d'usage de faire varier le nombre d'heures de délégation au mois le mois. Aucune jurisprudence ne le précise très clairement. Par contre, il y a une jurisprudence qui commence un petit peu à dater, qui visait de mémoire le CHSCT, qui l'a imposé pour cette institution. La doctrine étend cette décision au CSE, donc c'est pour ça qu'en pratique, on l'applique également. Très bien, merci beaucoup. Alors, autre question qui nous a été envoyée. L'employeur peut-il interférer dans la gestion des budgets du CSE? Alors, il ne vaut mieux pas pour lui. Interférer dans la gestion des budgets du CSE, c'est constitutif d'un délit d'entrave. Donc, il ne peut pas interférer, ni même décider à la place des élus des dépenses à effectuer. On a des jurisprudences un petit peu particulières sur ce point où l'employeur utilisait par exemple le budget du CSE pour meubler son propre bureau. Donc, on a tout un tas de choses. Attention à ce niveau-là, le délit d'entrave n'est pas réservé à l'employeur. Le secrétaire ou le trésorier ne peut pas non plus engager de dépenses sans l'aval du CSE, sans vote, sauf si le règlement intérieur le lui permet.
Donc, il n'y a pas que l'employeur qui ne peut pas interférer dans la gestion des budgets du CSE. Les élus eux-mêmes doivent suivre ce qui est prévu par le règlement intérieur. Et pour répondre à la question de Denis Perrier, on y répondra un petit peu plus tard dans cette webconférence. Très bien, merci beaucoup. Alors, toujours dans cette première partie, existe-t-il une obligation légale concernant la périodicité de versement des budgets? Exactement, la question peut se poser. L'employeur verse ce budget quand? Une fois par an, une fois par mois, de temps en temps. Le Code du travail n'indique pas grand-chose à ce niveau-là. Il n'indique pas la périodicité. La jurisprudence se réfère systématiquement au terme versé chaque année par l'employeur, mais sans pour autant dire qu'il faut qu'il y ait un versement unique. Donc pour cela, il est très important de voir de vérifier le règlement intérieur qui peut prévoir des périodicités particulières. Il peut aussi y avoir des accords d'entreprise, voire une convention de branche. Alors, j'en ai pas en mémoire qui proposerait ça, mais pourquoi pas. Il faut toujours vérifier l'ensemble des normes qui peuvent s'appliquer à votre entreprise. Donc, l'employeur verse une fois par an, une fois par mois, tout dépend ce qui est prévu. En tout état de cause, si rien n'est prévu, l'employeur doit verser au fur et à mesure des besoins de trésorerie du CSE. Ça, c'est si rien n'est prévu. Très bien, c'est tout à fait clair. Alors, venons-en maintenant donc aux obligations comptables des CSE. Sont-elles les mêmes, quelle que soit la taille de l'entreprise? Existe-t-il des sanctions également? Alors non, elles ne sont pas les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise. Vous allez avoir des seuils à définir pour savoir dans quelles obligations comptables votre CSE se retrouve. Alors, vous allez avoir 3 seuils et en même temps, je vais vous mettre sur le chat un lien parce que c'est un peu, il y a énormément d'informations à avoir là-dessus. Donc, pour que vous puissiez suivre peut-être plus facilement. Vous avez 3 seuils déjà qui vont vous permettre de savoir dans quel type de CSE vous vous trouvez. Les petits CSE qui vont avoir des ressources annuelles qui ne dépassent pas 153 000 euros. Les moyens CSE qui vont avoir au moins 2 des 3 critères suivants, 50 salariés, 1,55 million d'euros de bilan ou 3,1 millions de ressources annuelles, et les gros CSE qui excèdent au moins 2 de ces 3 critères. Alors, je vous ai envoyé ce lien pour que vous puissiez avoir tous ces chiffres, parce que ce n'est pas forcément toujours facile à retenir. Donc, et également, dans ce lien, ils vous diront également le détail des obligations comptables. Donc, pour les petits CSE, vous allez avoir une comptabilité dite ultra simplifiée, où il faudra uniquement tenir un livre retraçant de façon chronologique les montants et les dépenses, ainsi qu'un état de synthèse dit simplifié, qu'il faudrait établir une fois par an. Donc, c'est quand même extrêmement simple. Un simple cahier avec les dépenses, les recettes et un état de synthèse une fois par an. En cas de besoin, nous avons sur notre site Jour et Travail un dossier sur les budgets du CSE qui vous donne des modèles pour ces états de synthèse ou autres. Quand on va être sur un CSE de taille moyenne, vous allez avoir une présentation simplifiée des comptes. Donc, on est sur un petit peu plus de formalité, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez simplifié. Par contre, la présentation des comptes devra être faite, devra être confiée à un expert comptable. Et le CSE devra financer cet expert comptable sur son budget de fonctionnement. Et pour les plus gros CSE, vous allez avoir une comptabilité beaucoup plus classique, où là, il y aura une certification des comptes avec des tenues de compte dits consolidées et un certain nombre d'obligations comptables à respecter qui vont être des obligations comptables très proches que celles que connaissent les entreprises, avec des comptes annuels qu'il faudra présenter et un commissaire aux comptes
qui devra contrôler tout cela. Donc, en fonction de la taille du CSE, les obligations comptables ne seront pas les mêmes. Alors, c'est très technique, c'est pour ça que je vous ai envoyé ce lien. C'est très technique dans les détails, mais si vous n'êtes pas sur un CSE qui nécessite l'intervention d'un commissaire aux comptes ou d'un expert comptable et que vous avez besoin de le faire vous-même, je vous rappelle, vous avez les modèles destinés à faire ça dans notre dossier si cela vous intéresse. Merci beaucoup, Kevin. Alors, autre élément important, qui décide des dépenses du CSE et comment ces décisions sont-elles prises? Alors là, il y a plusieurs options. La première des choses à vérifier, c'est déjà de vérifier le règlement intérieur qui va peut-être préciser certaines choses à ce niveau-là. Parce que la théorie, c'est qui décide les dépenses du CSE, c'est le CSE. Donc, en théorie, il faudrait avoir une délibération du CSE pour la moindre dépense, même acheter un stylo à 80 centimes. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là et il est très important lors de l'établissement du règlement intérieur de permettre à certains élus, généralement trésoriers, secrétaires, trésoriers adjoints, secrétaires adjoints, de pouvoir engager des dépenses sans avoir besoin d'un vote, et ce, jusqu'à un certain montant. Il ne faut pas que ce montant soit trop élevé, parce que sinon, il pourrait y avoir peut-être des abus. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop bas, parce que sinon, vous n'en finirez pas à faire des votes pour des dépenses qui ne sont pas forcément très importantes. Donc, vérifiez toujours votre règlement intérieur, et si ce type de disposition n'est pas présente dans le règlement intérieur, ça peut être très intéressant de le rajouter, parce qu'il faut nécessairement une autorisation, et gardez toujours à l'esprit que ça peut finir en délit d'entrave, ça peut finir en abus de confiance à partir du moment où on engage une dépense au nom du CSE alors qu'on n'a pas l'autorisation, la capacité de le faire. Très bien, merci beaucoup. Alors, en dehors des budgets de fonctionnement et d'AST, j'aurais dû plutôt rédiger en dehors des subventions de fonctionnement et d'AST, le CSE peut-il disposer d'autres ressources? Oui, effectivement, le CSE peut disposer de tout un tas de ressources qui peuvent intégrer ces budgets. Alors, ces ressources, ça peut être assez longues, mais on va retenir les principales. On va avoir les remboursements obligatoires par l'employeur des primes d'assurance que le CSE va devoir souscrire pour couvrir sa responsabilité civile. Attention, le CSE peut toujours commettre des préjudices à autrui. Donc, c'est pour ça que ces assurances responsabilité civile sont très importantes et sont financées par l'employeur. On peut également avoir des cotisations facultatives de la part du personnel pour X ou Y raison, des subventions accordées par des collectivités publiques ou des organisations syndicales, c'est pas forcément le plus fréquent. On peut avoir des dons ou des legs, hein. Il est possible de faire un don à un CSE, de mettre un CSE dans un testament à partir du moment où on n'atteint pas la réserve héréditaire. On peut avoir des recettes qui sont procurées par des manifestations, avec des accès payants, par exemple. On peut avoir des revenus issus de biens meubles ou immeubles, des ventes de biens, des revenus issus d'immeubles. Alors c'est vrai qu'on le voit essentiellement dans des très gros CSE, ce genre de choses. Quand vous avez des CSE, par exemple, qui vont avoir des centres de vacances, où vous allez avoir une participation de l'employé, du salarié qui va bénéficier de cela, ça va entrer en compte dans les ressources du CSE. Donc le Code du travail permet d'avoir d'autres sources de financement que le simple budget fourni par l'employeur. Très bien. Donc, nous en avons terminé avec cette première partie et nous allons donc parler de manière un peu plus approfondie du budget de fonctionnement dit AEP depuis la réforme du CSE par Emmanuel Macron. Comment se calcule le montant de ce budget et ce montant peut-il être supérieur et si oui, comment? Effectivement. Le calcul du budget AEP, que je continuerai d'appeler budget de fonctionnement par habitude, hein, je ne me fais vraiment pas ce nouveau terme. J'avoue que j'ai du mal aussi.
Oui, je comprends. On a tellement l'habitude parfois d'utiliser certains termes qu'on a beaucoup de mal à revenir dessus et même en faisant attention, je ferai l'erreur. Donc, au niveau de ce budget de fonctionnement, ça va dépendre du nombre de salariés présents dans l'entreprise. Donc, dès lors qu'il y a entre 50 et 1999 salariés, le budget de fonctionnement représentera 0,2% de la masse salariale brute. Lorsqu'on dépasse les 2000, on passe à 0,22%. On a une différence assez faible, mais qui peut quand même avoir son importance au niveau de ce budget. Donc ça, c'est un minimum prévu par la loi. Il est possible qu'un accord de branche, donc une convention collective, un accord d'entreprise, un accord conclu avec le comité ou même un usage d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables. Ça n'est absolument pas interdit, fort heureusement, de donner plus au CSE que le minimum prévu par la loi. Par contre, dès lors que, et ça a été confirmé à plusieurs reprises, dès lors que l'employeur donne plus que ce qui est prévu par la loi, il a totalement le droit de revenir sur sa décision et de revenir au minimum légal en dénonçant l'accord d'entreprise ou son engagement unilatéral. Pas la convention collective, ça il ne peut pas dans son coin dénoncer la convention collective, donc si la convention collective prévoit plus, ça continuera de prévoir plus, sauf si les partenaires sociaux décident de revenir sur cela. Exactement. Il y a un petit point sur lequel il faut apporter une précision pour le calcul de cette masse salariale, parce que ça peut souvent poser problème. La masse salariale qu'il faut envisager pour appliquer ces seuils, c'est la masse salariale de l'année en cours. Mais connaître la masse salariale de l'année en cours, c'est totalement impossible. On ne peut pas, pour vous verser les budgets 2024, connaître le montant de la masse salariale de l'année 2024 dans la mesure où elle n'est pas finie. Et il peut se passer tout un tas de choses, des embauches, des départs, qui viennent impacter cette masse salariale. Donc très souvent, on calcule cette masse salariale brute sur la masse salariale de l'année précédente. Et dans un tel cas, il y aura un réajustement nécessaire en fin d'année pour savoir, alors réajustement en plus ou en moins, pour faire correspondre cette masse salariale de l'année en cours. Pour le terme AEP, pour Maryse, AEP, c'est le budget de fonctionnement. Oui, donc c'est attribution économique et professionnelle. Et c'est le nouveau terme consacré par le droit du travail pour désigner le budget de fonctionnement, mais personne n'arrive à s'y mettre à celui-là. Clairement. Je l'ai mis dans la présentation pour que si vous tombiez sur ce terme dans un article, vous sachiez de quoi il s'agissait, mais clairement, quasiment personne ne s'en sert aujourd'hui. Exactement. Alors, maintenant, venons-en à ce que finance le budget de fonctionnement, parce que qui dit deux budgets dit deux comptes séparés et deux fonctions de financement séparées. Exactement, et ça, tu as totalement raison de bien le préciser parce que le budget de fonctionnement ne va servir qu'à financer le fonctionnement du CSE. C'est-à-dire, ce budget doit permettre au CSE d'être autonome, d'être totalement autonome par rapport à l'entreprise. Et donc, il va servir à financer, comme son nom l'indique, les dépenses de fonctionnement, les frais d'expertise et d'études, ainsi que certaines dépenses de formation. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Juste pour information, parce que je n'ai pas pensé à le préciser tout à l'heure, l'employeur ne participe pas aux délibérations concernant l'utilisation du budget de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on finance avec ce budget de fonctionnement? Alors, on va financer un certain nombre de choses. Déjà, des dépenses liées au fonctionnement même du CSE. Donc, tout ce qui va concerner les fournitures de bureaux, les frais de communication, les abonnements, Internet, frais postaux, des frais pour éditer des bulletins d'information ou des revues,
des frais liés à la diffusion des procès-verbaux, par exemple. On va également avoir les salaires et les charges des personnes recrutées pour les CSE qui disposent de salariés, parce que certains CSE vont avoir des salariés, vont être eux-mêmes employeurs, essentiellement des gros CSE, qui vont avoir un secrétariat, un comptable, etc., etc. Donc certains CSE peuvent être employeurs. On va également avoir les dépenses pour les prestataires de services auxquels le comité a recours, que ce soit une imprimerie, une société, lorsqu'on fait appel à une société pour retranscrire les réunions de CSE. Ça peut être aussi nous-mêmes, pour les CSE qui prennent un abonnement chez Jury Travail, ça va être sur le budget de fonctionnement le montant de cet abonnement. On va également avoir les dépenses liées à la réalisation des études et des expertises, parce que l'employeur ne prend pas toujours en charge la totalité des expertises, ou même parfois une partie des expertises. Donc, le budget de fonctionnement va avoir un gros point, va énormément permettre de financer des expertises. C'est d'ailleurs pour ça, parce que la question, nous, chez Jury Travail, a souvent été posée, et on en parlera tout à l'heure, cette histoire de permettre un transfert du reliquat. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas transférer plus. Les syndicats, une époque, ça a été envisagé, et les syndicats s'y étaient opposés parce qu'ils craignaient notamment que ça vienne réduire le budget de fonctionnement et qu'il n'y ait plus suffisamment d'argent pour financer des expertises qui auraient été nécessaires. Ou des formations qui restent toujours nécessaires aussi. Exactement. Et donc, les dernières dépenses, ça va être aussi les formations des représentants du personnel pour couvrir certaines formations, notamment économiques, et ainsi que l'hébergement, le transport, si cette formation se fait ailleurs. Je ne répéterai jamais assez qu'un élu formé en vaut au moins deux. Et un élu accompagné juridiquement en vaut au moins deux aussi. Donc, il faut avoir les deux, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Alors, justement, donc, tu commençais à aborder cette thématique. Je participe à beaucoup de salons CSE et on rencontre souvent des personnes qui gèrent des plateformes qui mettent à disposition des élus de CSE une solution assez complète qui comprend un site de e-commerce qui offre des réductions aux salariés, mais également un site internet qui permet au CSE de communiquer avec les salariés, des outils de comptabilité. En règle générale, c'est un peu ce package-là qui est proposé. Et souvent, ces commerciaux disent aux élus que l'on peut imputer la totalité de l'abonnement à cette solution sur le budget de fonctionnement. Est-ce vraiment le cas? Alors, absolument pas. Ça, tu as raison d'en parler parce que c'est un problème, c'est un très gros problème de commerciaux assez peu scrupuleux qui, pour faire signer des choses, vont raconter un peu tout et n'importe quoi. Le site internet, en soi, c'est vrai, c'est un outil de communication qui peut être financé sur le budget de fonctionnement. Ça ne pose aucun problème. Par contre, tout ce qui va concerner la vente ou l'offre d'activités à destination des salariés, c'est sur le budget des œuvres sociales et en aucun cas sur le budget de fonctionnement. Donc, dès lors que le CSE dispose d'un site internet qui regroupe ces deux fonctionnalités, il est obligatoire d'avoir une double facturation, une facturation qui va viser le temps et l'hébergement passé sur la partie fonctionnement du CSE et une autre partie sur la partie œuvres sociales pour tout ce qui va être les frais relatifs aux œuvres sociales. En aucun cas, il ne peut y avoir deux factures, une à, je dis n'importe quoi, 2000 et une à 0. Même avec des offres promotionnelles ou autres, en cas de contrôle URSSAF, autant vous dire, ce genre de choses, ça ne passera jamais. Donc, un commercial, n'importe qui dit ce genre de choses, il ment. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux directement aller voir ailleurs parce que ça n'est pas une entreprise digne de confiance.
Très bien. Et dans le même genre, autres commerciaux que j'ai rencontrés également sur les salons de CSE, les commerciaux qui vous vendent des petits objets. Ça peut aller du chargeur de téléphone portable à la serviette de plage, en passant par la petite boîte pour mettre les couverts du déjeuner. Ces commerciaux nous disent qu'à partir du moment où le logo du CSE est apposé sur l'un de ces objets, ça peut être imputé au budget de fonctionnement puisqu'il s'agit d'une opération de communication du CSE. Est-ce vraiment le cas? Effectivement, on peut se poser la question parce qu'effectivement, ce genre d'objet un peu publicitaire, on peut se dire, c'est de la com, donc on peut le passer sur budget de fonctionnement, où c'est vrai que beaucoup de CSE ont des budgets de fonctionnement assez importants qu'ils utilisent assez peu. Évidemment, et ici aussi, c'est totalement faux. Le financement d'objets publicitaires à destination des salariés par le budget de fonctionnement est totalement interdit. C'est le fond même de ce genre de choses. La préoccupation dans ce genre de choses, c'est pas de communiquer, mais c'est de faire un cadeau. Donc, qui dit cadeau, dit budget des œuvres sociales et culturelles. Il ne s'agit absolument pas de communication. Même, on pourrait se dire, bon, il s'agit de publicité. Non, un CSE, son rôle, ça n'est pas de faire de la vente. Il n'a pas à faire de publicité. Les salariés ne sont pas des clients du CSE, mais des ayants droit. Donc, en aucun cas, on ne peut utiliser ce type de choses, ce type de mécanisme pour faire passer des achats sur le budget de fonctionnement. Et vu que tu en parles, moi, je vais vous dire des choses que j'ai pu voir qui sont assez ahurissantes, qui ont pu nous être remontées de clients, et c'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant. On a des commerciaux qui, clairement, arnaquent, escroquent des CSE en donnant des faux sites internet, des publications. Alors, nous, on n'a pas été visé chez Jouer Travail à l'heure actuelle, mais je sais qu'un de nos concurrents, clairement, des commerciaux ont présenté et ont falsifié avec des logiciels, c'est très facile, le site internet d'un de nos concurrents pour dire que c'était possible. Et ça, après, ils donnaient le PDF. Donc, dans ces cas-là, demandez systématiquement à avoir le lien pour pouvoir les vérifier et vérifier très attentivement le nom du lien. Par exemple, nous, Jury Travail, c'est jurytravail.com, c'est pas jury.travail.com. Parce que ce type d'escroquerie, on le rencontre de plus en plus. Et dès lors que vous avez ce genre de choses, dès lors que vous avez la moindre question, le moindre doute, il faut bien vérifier, quitte à demander à un professionnel, à votre juriste si vous êtes abonné chez Jury Travail, alors l'URSSAF s'y répondre, à l'inspection du travail, mais méfiez-vous toujours de ce type de discours parce que c'est totalement faux et le risque, il retombera non pas sur le commercial, parce que bon, encore faudra-t-il le prouver derrière, mais il va retomber essentiellement sur le CSE et sur ses membres. Parce que faire ce genre de choses, vous avez deux risques. Le premier, c'est le redressement URSSAF. En cas de contrôle URSSAF, évidemment, si le mauvais budget est utilisé, eh bien, vous allez être redressé. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites des cadeaux aux salariés, vous êtes exonéré de cotisations sociales. Si vous avez un redressement URSSAF, on va vous réclamer le paiement de ces cotisations sociales qui, en fonction des revenus du salarié, peuvent représenter une somme assez importante. Parce qu'on a des cotisations patronales et salariales. Et en plus, vous risquez un abus de confiance. L'abus de confiance, pour information, c'est 3 ans de prison, 375 000 euros d'amende. Alors, il est vrai que le risque est faible et que les contrôles sur ce point sont très rares. Mais le jour où ça arrive, ce sera trop tard. Donc, surtout, toujours prendre beaucoup de recul. Dès lors qu'on utilise le budget de fonctionnement, c'est vraiment pour le fonctionnement du CSE. Et dès lors que vous envoyez quelque chose vers les salariés, et bien là, c'est du budget des œuvres sociales. Si vous avez un doute, il faut demander à un professionnel. Les risques sont beaucoup trop importants derrière et ils retomberont sur vous et pas sur le commercial qui vous a menti pour vous vendre certaines choses. Un commercial qui tient ce genre de discours, passe à l'entreprise suivante parce que ce ne sont vraiment pas des gens dignes de confiance. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces alertes. Et comme Kevin vous l'a dit, pour nos clients abonnés, n'hésitez pas à poser la question à nos juristes. Et pour celles et ceux qui ne le sont pas encore, mais qui voudraient lever le doute, vous avez la possibilité de tester notre service en posant gratuitement votre première question à l'un de nos juristes.
Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette possibilité pour lever le doute. Alors, passons maintenant à notre budget des œuvres sociales. Y a-t-il une méthode de calcul du montant de ce budget ou pas? Alors non. En fait, le budget des œuvres sociales n'est pas obligatoire en soi, sauf si une convention collective ou un accord le prévoit. Vérifiez toujours les conventions collectives. Beaucoup de conventions collectives prévoient un minimum. Sinon, on est sur l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui a promu l'accord d'entreprise, comme mode principal de détermination du budget des œuvres sociales. Excusez-moi. Donc, cette contribution versée chaque année doit être prévue par un accord. Pourquoi pas un usage, c'est pas interdit en soi. Donc, cet accord doit exister. Pour information, ça se sait pas forcément, mais lorsque votre convention collective prévoit un montant minimum, il est possible, via un accord d'entreprise, de fixer un autre montant, même moins favorable. Donc, l'accord d'entreprise, dans ce cas-là, peut être très important, même si, après, il faut aussi que l'accord d'entreprise, c'est pas l'employeur seul qui le signe dans son coin. Il faut qu'il y ait une majorité de syndicats derrière pour pouvoir le signer, ou une majorité au niveau du CSE, en cas d'absence de délégués syndicaux, pour pouvoir le signer. Donc, ça ne se fait pas, ça peut se faire, on va dire, un peu qu'avec l'accord des syndicats ou du CSE en cas d'absence de syndicats. Pour rappel, lorsqu'il y a des délégués syndicaux, ils ont la primauté pour la signature des accords collectifs. Donc, seuls eux peuvent le faire. À défaut de délégués syndicaux, vous avez une hiérarchie avec les salariés mandatés et les membres du CSE qui peuvent signer des accords. Donc, toujours pour le budget des œuvres sociales, il faut un accord. Et il faut aussi vérifier s'il n'y a pas un accord collectif déjà existant, et notamment une convention collective déjà existante qui permettrait de le faire. C'est assez compliqué parfois à trouver, c'est souvent dans les dispositions générales sur une partie sur les délégués du personnel, parce que souvent les accords sont plus très récents, ils ont été rédigés avant la mise en place des CSE. Donc c'est souvent appelé délégué du personnel ou comité d'entreprise. Donc, juste pour information, pour donner une idée, alors c'est pas forcément très récent, mais le dernier rapport qu'on a pu trouver, c'est un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat du 2 octobre 2013 qui établissait une moyenne pour les œuvres sociales, une moyenne établie à 0,8% de la masse salariale brute de l'entreprise. Alors, ça date un petit peu, mais c'est pour avoir une petite idée de ce qui se fait en moyenne. Merci beaucoup. Et donc maintenant, que finance le budget des ASC? La question pendante de celle que nous avons vue tout à l'heure sur le budget de fonctionnement. Alors, que finance le budget des œuvres sociales? Il ne financera que ce qui vient améliorer les conditions de travail et de vie des salariés. Donc, ça va être vraiment des choses à destination des salariés, que ce soit des activités culturelles, des vacances, des sorties, des loisirs, des activités sportives. La liste peut être presque illimitée, mais il faut vraiment que ça vise des choses pour les salariés. On le voit très souvent, surtout dans les plus petits CSE qui n'ont pas forcément un certain nombre de moyens, des chèques cadeaux, des chèques culture, des chèques voyage, des billetteries à tarif réduit, qui peuvent être, parfois quand vous êtes un petit CSE, vous pouvez avoir des accès à certains sites qui font de la vente un petit peu en lot pour vous proposer des réductions. Donc, ça va être essentiellement cela. Et pour un petit rappel, les chèques cadeaux, c'est le seuil d'exonération cette année est à 193 €, si jamais vous vous posez la question. Il y a la possibilité de faire du 193 €. Très bien. Alors, autre question. Donc, le CSE peut-il octroyer des prêts ou des aides financières aux salariés? Comment ça se passe? Au niveau des prêts et des aides. Pardon, effectivement, j'ai oublié une question. Je suis désolée, mais du coup, j'ai rompu le suspense pour la question suivante.
Donc, qui sont les bénéficiaires des actions financées par le budget des ASC et quelles erreurs ne pas commettre sur ces sujets-là? Alors, très rapidement, les bénéficiaires, ce sont les salariés, fort logiquement, mais également les anciens salariés, viser des retraités par exemple, leurs familles, ainsi que les stagiaires. Donc ça peut être très large. Au niveau des points de vigilance, c'est toujours faire très attention à tout risque de discrimination dans l'attribution des œuvres sociales. Les œuvres sociales sont destinées à tous les salariés. On ne peut pas distinguer des catégories de salariés. C'est la même somme pour tout le monde. Donc ça, il faut faire très attention parce que ça peut être considéré comme discriminatoire par l'URSSAF en cas de contrôle et ils peuvent vous sucrer l'exonération de charges. Alors, il y a une tolérance souvent qui va dire on dit souvent qu'il y a une petite tolérance au niveau de l'ancienneté, par exemple, de dire les bons cadeaux sont donnés à tout le monde à condition qu'ils aient plus de 3 mois d'ancienneté, plus de 6 mois d'ancienneté. Il peut y avoir une tolérance de la part des URSSAF sur ce point, c'est vrai. Il n'y a rien qui le confirme, ni dans la loi, ni dans le bulletin officiel de sécurité sociale. Il y a Dallos qui avait tenté un rescrit un jour pour que l'administration se positionne. Il leur avait répondu 6 mois. Attention, 6 mois, c'est quand même beaucoup, hein, parce que vous excluez une grosse partie des stagiaires avec cela. Donc, en cas de demande, en cas de critères d'ancienneté dans l'attribution, notamment des chèques cadeaux, il peut être intéressant de faire une demande de rescrit social auprès de l'URSSAF. Donc, demander à l'URSSAF de se positionner là-dessus. Ils se positionneront uniquement pour vous et ils s'engageront là-dedans. Mais c'est vrai que très souvent, on dit qu'il vaut mieux pas dépasser les 3 mois. Et concernant l'exonération de 193 €, c'est pour les chèques cadeaux. Et par année civile, plus après, il y a d'autres exonérations par événement qui existent aussi. Hein. D'accord, très bien. Donc, la question que je vous ai révélée tout à l'heure, le CSE peut-il octroyer des prêts ou des aides financières aux salariés dans des circonstances particulières? Alors oui, vous allez avoir au niveau des aides financières ce qu'on appelle le don de secours. Le don de secours, c'est vraiment un don fait au salarié qui est dans le besoin. Ce ne sera pas soumis à cotisation sociale. La question, c'est toujours cette soumission aux charges sociales hein, qui peuvent être assez importantes. Donc, ce sera totalement exonéré de cotisation sociale pour le travailleur qui va en bénéficier à partir du moment où ce don de secours est individuel, mesuré et limité au vu des circonstances particulières et non renouvelable. Donc, on ne prévoit pas, je dis n'importe quoi, mais si un salarié a un enterrement, on lui donne 100 €. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit au cas par cas et de façon vraiment limitée et non renouvelable. Donc, il faut faire très attention au montant. C'est vraiment un montant faible. Sinon, ce sera considéré non pas comme un don de secours, mais comme un peu un salaire déguisé. Concernant le prêt, il est également possible d'accorder un prêt à un salarié pour X ou Y raison. Et là, dans ce cas-là, il faut prévoir au niveau des élus du CSE un plafond maximal, parce que ce sera pris sur le budget des œuvres sociales, hein, ça ne l'oubliez jamais. Hein. Donc, un plafond maximal, ainsi que les critères pour que le salarié puisse demander ce prêt au CSE. On parle de prêt sans intérêt hein, dans ces cas-là. Donc, il faut vraiment encadrer tout cela si jamais vous voulez le faire via une délibération. Très bien. Alors, on va avancer un peu rapidement puisque le temps file à toute allure et il nous reste notre dernière partie à aborder avec 2 ou 3 questions. Et puis ensuite, on terminera sans doute un petit peu en retard et je m'en excuse pour prendre quelques-unes de vos questions également. Alors, quelles sont les obligations légales concernant la clôture des comptes et le rapport d'activité? Y a-t-il une date limite pour les effectuer et y a-t-il une obligation de diffuser et auprès de qui? Exactement. Donc, au niveau du rapport d'activité, ça va être donc, toujours vérifier le règlement intérieur à ce niveau-là s'il n'y a pas des choses particulières. Mais votre rapport d'activité va présenter des informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du CSE et les salariés de l'entreprise. Donc voilà pour la définition qui est un petit peu particulière, mais c'est comme ça. Donc, au niveau de ce contenu, tout va dépendre en fait de la taille du CSE. On revient sur nos critères de tout à l'heure, petit, moyen et gros CSE. Lorsque vous êtes sur un petit CSE, vous allez avoir un rapport qui va éclairer l'analyse des comptes et qui va
comporter des informations sur l'organisation du comité, donc le nombre de sièges légal ou conventionnel, le nombre d'élus, l'effectif de salariés du comité s'il y en a, les commissions du comité, l'organigramme, etc., etc. Vous allez avoir également des informations relatives à l'utilisation du budget de fonctionnement, donc sur les activités d'expertise et les missions économiques, les honoraires, les rémunérations des salariés s'il y en a, les frais de déplacement, frais de documentation, etc., etc. Les dépenses relatives à la formation économique des élus, donc les frais de formation, mais également de déplacement et d'hébergement, les dépenses de communication ou tout autre frais de fonctionnement qu'il y aura. Vous aurez également une information relative à l'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles, le fameux état de synthèse simplifié des ressources et dépenses, un état de synthèse simplifié relatif au patrimoine du comité, ainsi que des informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées. Pour information, si vous avez besoin de retrouver l'ensemble de ces éléments, c'est l'article D2315-38 du Code du travail qui liste tout cela. Pour les moyens et gros CSE, vous allez avoir les informations qui vont être à peu près les mêmes, donc sur l'organisation du comité, l'utilisation de la subvention de fonctionnement, l'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles, avec, là par contre, de façon un peu plus poussée, un descriptif un peu plus important, des éléments d'analyse sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé, les données afférentes aux bénéficiaires, aux activités. Donc là aussi, c'est l'article D2315-38 qui liste l'ensemble de ces informations. Seront souvent faits par le comptable lorsque vous êtes sur un gros CSE. Si vous êtes sur un plus petit CSE, là, pareil, vous avez nos modèles en cas de besoin sur le site Jury Travail. Donc concernant les rapports d'activité, on passe un petit peu rapidement parce que le temps court très vite et c'est surtout très technique, c'est une liste en fait qui est fixée par les articles que je vous ai donnés. C'est pour ça que je passe un petit peu rapidement dessus. Concernant les obligations légales, concernant la clôture des comptes, donc il faut les arrêter. Il faut arrêter vos comptes. Très souvent, on se base sur l'année civile, c'est toujours le plus simple. Donc vous arrêtez vos comptes et vous devez les faire approuver au cours d'une réunion plénière. Ça, c'est obligatoire. Vous aurez un procès-verbal spécifique qui sera rédigé pour cette approbation des comptes du CSE. Donc, au niveau de cette approbation des comptes, excusez-moi, comme l'avait dit Myriam au tout début, vous devez les approuver dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Donc, en se basant sur l'année civile, on clôture le 31 décembre. Donc, en juin, il faut que ce soit approuvé par le CSE. Ce délai de 6 mois peut être prolongé en cas de demande du CSE via une ordonnance du président du tribunal judiciaire en cas de besoin. Mais normalement, ça ne doit pas arriver. Et dernière information, le CSE porte à la connaissance des salariés ses comptes annuels et les rapports d'activité de gestion par tout moyen. Donc ça peut être via un intranet, si vous en avez un, via un affichage, ou peu importe la façon dont vous faites habituellement, vous devez porter à la connaissance des salariés l'ensemble de ces informations. Merci beaucoup. Alors, une question, et en plus ça tombe bien parce que ça nous a été posé aussi dans le chat, dans l'onglet questions. Peut-on transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement sur le budget des ASC? Comment le faire et quelles sont les conséquences? Alors oui, il est possible de transférer une partie, mais vraiment une partie. Déjà, il faut constater un excédent de ce budget. On ne transfère pas la totalité du budget, on se base uniquement sur l'excédent de l'exercice comptable précédent. Et vous avez donc cet excédent, ce reliquat. Le transfert ne peut porter que sur 10% de cet excédent, 10% de ce reliquat. C'est assez faible en réalité. Mais ça peut permettre d'augmenter un peu son budget des œuvres sociales lorsqu'on a un budget de fonctionnement dont on a encore beaucoup d'argent dessus. Donc ça, on peut le faire.
Et pour cela, il faudra une délibération du CSE. Et tout ça, on le met évidemment dans les comptes, on l'inscrit bien dans les comptes annuels du comité et on l'inscrit dans le rapport d'activité et de gestion. Pour information, il y a une impossibilité de faire ce transfert si l'employeur doit prendre à sa charge une expertise qui devrait être cofinancée en principe par le budget du fonctionnement et qui n'a pas pu le financer pour en couvrir le coût parce qu'il a comment dire, excusez-moi, je me mélange un petit peu les pinceaux en même temps. Donc, grosso modo, si le CSE ne peut pas financer une expertise qu'il aurait dû financer et que l'employeur finance un petit peu à sa place, et bien là, dans ce cas, on ne peut plus faire ce transfert. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours y réfléchir avant et se dire, est-ce que si on fait ça, ces 10%, certes, on n'en a pas besoin dans le budget de fonctionnement, mais peut-être que demain, on en aura besoin pour réaliser, par exemple, une expertise. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir malgré tout avant de le faire. Sachez aussi que l'inverse est également possible. Il est possible de faire dans les mêmes conditions un transfert du budget des œuvres sociales vers le budget de fonctionnement. C'est plus rare, mais ça n'est pas interdit en soi. Oui, alors, étant moi-même secrétaire de CSE, effectivement, on a beaucoup plus de mal à dépenser le budget de fonctionnement que le budget des ASC. Et c'est plus souvent dans le sens fonctionnement ASC que ce virement s'effectue, d'autant qu'on n'a jamais assez d'argent sur le budget des ASC pour contenter les salariés aussi. Donc, ça répond un peu à cette problématique. Alors, je suis désolée, vous avez posé beaucoup de questions, mais l'heure a vraiment filé. On ne va pas pouvoir y répondre, mais n'hésitez vraiment pas à poser votre question à notre équipe de juristes. Ils vous répondront en 24 heures maximum. Donc, n'hésitez pas. Également, juste pour information, les questions dans l'onglet questions qui ont été posées, on ne vous oublie pas, on va vous recontacter directement. Oui, tout à fait. On a été vraiment pris par le temps là, toutes nos excuses, mais on ne vous oublie pas. Non, et puis le sujet était vaste en 45 minutes. Oui. Donc, bon, voilà, n'hésitez vraiment pas. Mylène vous a envoyé le lien par chat. Vous avez également donc la documentation disponible sur le site Jury Travail. Vous avez tout notre budget, tout notre dossier, qui concerne la gestion de ces deux budgets d'ASC et de fonctionnement, et différents modèles de lettres, notamment un modèle de lettres qui revendique la gestion d'une activité sociale. Un exemple classique, un employeur qui organise une soirée de fin d'année. Typiquement, c'est de l'œuvre sociale et le CSE pourrait éventuellement revendiquer le budget de ce genre d'événement pour pouvoir organiser ce genre d'événement par la suite. Exactement, il a la priorité, donc il peut se saisir de la chose et se saisir du budget avec, pour tout ce qui est œuvre sociale. Oui. Alors, je vous rappelle également donc, que nous vous proposons des accompagnements juridiques qui vous permettent d'être accompagnés par nos juristes, et c'est vraiment très, très précieux parce que nous, élus de CSE, on n'est pas juristes, on n'a pas de formation en droit du travail et il est parfois difficile d'y voir clair, et nos juristes sont précieux. J'ai cru apercevoir certains de nos abonnés présents aujourd'hui qui peuvent en témoigner. Alors, pour finir, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence dédiée aux élus de CSE. Elle aura lieu le jeudi 29 février à 14 h et ça portera sur les réunions du CSE qui sont quand même assez codifiées également. Il faut avoir bien connaissance de ce fonctionnement. Voilà, donc je vous remercie beaucoup à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine webconférence. Au revoir. Merci.